L'émission Philosophie de Blandine Kriégel est consacrée aujourd'hui à l'art et la démocratie. Arthur Conan Doyle et la criminologie scientifique avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, et le journaliste Alexis Lacroix, directeur d'Actualité Juive. Doyle et de son héros. Donc aujourd'hui, après Agatha Christie, nous allons parler de Arthur Conan Doyle et de son héros, qui, au fond, l'a rendu célèbre. Alors, quelques questions très simples. Est-il seulement Arthur Conan Doyle, sur lequel nous allons revenir, en vérité, avec le personnage de Sherlock Holmes, l'anticipateur de la criminologie scientifique? Est-ce que c'est ça que Sherlock Holmes nous a apporté, ou encore, est-ce qu'il y a aussi autre chose? Nous commençons donc par un texte que va nous lire notre ami Alexis Lacroix, où Sherlock Holmes parle et expose son point de vue. On l'écoute. Le logicien idéal, remarqua-t-il, devrait être capable, quand on lui a montré une seule fois un fait particulier sous tous ses aspects, de déduire de celui-ci non seulement toute la succession d'événements qui y a mené, mais aussi toutes les conséquences qui en découleront. À l'instar de Cuvier, qui pouvait donner une description exacte d'un animal complet à partir d'un seul os, l'observateur qui a pleinement pris la mesure d'un maillon dans une série d'incidents devrait être capable de déterminer précisément tous les autres, ceux qui précèdent comme ceux qui en découlent. Nous n'avons pas encore saisi les résultats auxquels notre seule raison peut parvenir. On peut résoudre dans un bureau des problèmes qui ont tenu en échec tous ceux qui ont cherché la solution à l'aide de leur seul sens. Pour hisser néanmoins cet art à son plus haut degré, il faut que le logisticien soit capable d'utiliser tous les faits qui ont été portés à sa connaissance, et cela implique, comme vous le verrez rapidement, une maîtrise complète de toutes les sciences, ce qui est assez rare. Sherlock Holmes et la criminologie scientifique. Extrait d'Arthur Doyle et les 5 pépins d'orange. Merci beaucoup, Alexis. Alors, d'abord, si vous voulez bien, avant de commenter ce texte, très intéressant, quelques mots sur l'auteur, Arthur Conan Doyle. Pour une fois, je trouve que son épitaphe résume très bien l'homme qu'il a été. Sur sa tombe, il est écrit ceci: vrai comme l'acier, droit comme une lame, Arthur Conan Doyle, chevalier, entre parenthèses, il a été fait chevalier par Édouard VII, patriote, médecin, homme de lettres. Alors, en effet, c'est un personnage extrêmement intéressant que Arthur Conan Doyle. Il n'est pas du tout de la génération, disons, post-1914. Il est de la génération, franchement, édouardienne, 1859-1930, et d'une famille écossaise avec une mère irlandaise. Il a fait toutes ses études à Édimbourg, des études de médecine, et puis il est devenu rapidement médecin à Plymouth, à Portsmouth et bientôt à Londres. Successivement, médecin militaire, d'abord chirurgien, excusez-moi, médecin militaire, ophtalmologue, mais il a aussi une vie extrêmement aventureuse, Alexandre. Il a été officier de santé à bord d'un baleinier, il a visité l'Arctique, il a étudié la faune arctique, puis ensuite il est devenu médecin militaire au moment de la guerre des Boers. Il était aussi un grand sportif, et il a mené aussi des combats tout à fait remarquables. D'abord des combats judiciaires, en particulier pour rectifier des erreurs judiciaires tragiques. Il était lui-même un très bon enquêteur. Et notamment, je voudrais souligner ça parce que il y a eu un juif allemand qui avait été accusé d'avoir matraqué une vieille dame, et c'est lui qui a obtenu la révision de son procès. Donc, pourquoi, au fond, a-t-il écrit des romans policiers? Tout simplement, le début est amusant, c'est que jeune médecin, Marielle, vous avez connu ça, il manquait de patients, il a meublé cette envie en inventant ce personnage de Sherlock Holmes. Et donc, c'est à lui que nous venons maintenant, cet enquêteur. Et alors, qu'est-ce que nous savons de Sherlock Holmes à travers ce texte? Quelque chose que je trouve, je ne sais pas si vous serez de mon avis, Alexandre, d'extrêmement surprenant par rapport à l'image qu'on se fait de Sherlock Holmes. Parce que, au fond, Sherlock Holmes, c'est l'enquêteur qui s'occupe des détails matériels, n'est-ce pas, qui s'occupe des cendres de cigares, qui s'occupe des empreintes sur le pas, des fibres, enfin bref. L'anticipateur, c'est comme ça qu'on le présente le plus souvent, d'une investigation scientifique sur les matériaux.
Et dans ce texte, voilà la chose vraiment extraordinaire, c'est que il nous parle de toute autre chose, il nous parle de la logique, n'est-ce pas? Il nous parle, après l'expérimentation, il en parle ailleurs, dans beaucoup d'autres des romans, 4 romans que lui a consacré Conan Doyle, mais une 50aine de nouvelles, il nous parle d'autre chose. Il nous dit, n'est-ce pas, que en fait, ce qui est fondamental, c'est la logique. Et que prend-il comme exemple? Eh bien, il prend comme exemple l'histoire naturelle, et en particulier le Grand Cuvier. Là, c'est un Français, mais tout le monde sait que les Anglais se sont énormément illustrés, n'est-ce pas, dans l'histoire naturelle. Nous avons en tête le personnage, au fond, de Darwin. Et bref, finalement, que la criminologie scientifique, dont on peut considérer qu'il l'a entrevu, qu'il l'a anticipé, comme Jules Verne anticipera de tant d'autres inventions au XXe siècle, avec, si vous voulez, l'examen de l'ADN, des fibres, enfin, l'identité judiciaire, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Eh bien, ce n'est pas seulement ça. Ce que nous expose Conan Doyle. C'est une autre orientation, ou plus exactement, les 2 orientations, peut-être de la pensée anglaise, l'observation des phénomènes, l'expérimentation, et le classement, la déduction logique. Alors, au fond, je vais me tourner vers Alexandre pour vous demander 2 choses, Alexandre. D'abord, de nous dire un mot de cette époque édouardienne dans laquelle a vécu Conan Doyle, et deuxièmement, de nous dire si, au fond, ce mix d'empirisme, n'est-ce pas, et de logicisme, qui est celui du héros de Conan Doyle, Sherlock Holmes, est-ce qu'il n'est pas véritablement fidèle aux grandes orientations de la pensée anglaise, et ce qui explique, mettant à portée des conceptions finalement savantes, c'est ce qui explique, au fond, une partie de son grand succès. Alexandre, on vous écoute. Disons que Conan Doyle est un personnage profondément représentatif d'une époque, vous l'avez appelé l'époque édouardienne, et c'est le moment décisif dans lequel l'Angleterre prend les options fondamentales qui vont la caractériser. On sait que la reine Victoria était profondément de culture allemande, elle aimait beaucoup son petit-fils Guillaume II, dont elle considérait qu'il avait été un petit peu maltraité, était dans la vie. Et sa grande idée, c'était que l'Angleterre et l'Allemagne devaient ensemble diriger le monde. Et à la mort de Victoria, quelle chance! Ça a été ce que les Chinois appellent le renversement des verdicts. Édouard VII, lui, pensait exactement à l'opposé de sa mère. Elle n'aimait que les Allemands, lui n'aimait que la France. Et évidemment, ayant passé beaucoup plus de temps chez Maxims et à Auteuil, c'est là d'ailleurs qu'il a inventé le revers, parce qu'un jour où le terrain était... Le revers du pantalon, vous voulez, était détrempé. Pas du tennis. Oui, c'est Édouard VII. Oui. Mais beaucoup d'autres choses. Et donc le jour où il est arrivé au pouvoir, il a fait l'Alliance française. Oui. Alors l'Alliance française, c'était quelque chose qui a complètement révolutionné l'entente cordiale mondiale. Oui, c'était avant l'entente cordiale. Ouais. Mais là, ça a été la véritable révolution diplomatique qui a fait le XXe siècle et qui a mis l'Angleterre, parce qu'elle était déjà mûre par l'évolution de sa société, dans une conjonction avec la France dans la recherche d'une démocratie parfaite contre l'autoritarisme allemand. Autoritarisme lui-même incomplet. Nous étions encore loin du totalitarisme qu'on aura connu avant. Mais c'était quand même déjà une mauvaise dérive de l'Allemagne et une très bonne évolution de l'Angleterre et de la France qui nous a conduits finalement jusqu'au général de Gaulle et à Winston Churchill. Merci. Et la double c'est ce moment-là, oui. Et donc c'est le moment Conan Doyle. Alors Conan Doyle, à l'intérieur de ça, juste un mot. La double orientation là, de Sherlock Holmes. C'est un anticonformiste complet, puisqu'il est catholique. Oui. Et il est en Écosse véritablement, il prend toujours position contre. De toujours être contre. Oui. Il est pour la France, c'est pour ça que il a écrit les histoires du brigadier Gérard. Il est comme Sean Connery. Il est exactement comme Sean Connery. Oui. C'est un catholique écossais, anticonformiste, qui est contre l'establishment britannique et contre ses partis. Sur l'empirisme et la logicisme, qu'est-ce que vous nous diriez? Alors là, par contre, il est profondément britannique. C'est-à-dire qu'il croit à l'importance de l'expérimentation d'un côté
Oui. Et d'autre part, il est aussi également un logicien. Comme exactement, on peut n'être frappé par Keynes, qui est à la fois très empirique en matière économique et très logicien. Et l'autre, bien entendu, qui lui était un esprit faux remarquable, c'est Bertrand Russell. Oui. Et donc, comme par hasard, tous ces hommes, finalement, participent de la même culture, Foucault aurait dit de la même épistémé. Oui. Et sous une forme populaire. Et donc il la met à disposition du peuple anglais, cette orientation et alors Conan Doyle fait aussi un éloge vibrant de l'épisode bonapartiste à travers les histoires du brigadier Gérard. Oui. Il montre la puissance hypothético-déductive. Il défend les Mormons. Il est toujours à nous surprendre dans un anticonformisme complet. Je ne pourrais pas ne pas terminer en disant que la femme fatale dont il fait... Irène Adler. Oui, c'est la comtesse Adler. Alors donc, à partir de là, que voulez-vous? Comment aurais-je pu ne pas tomber dans la séduction de Conan Doyle? Très bien. Alors, François, est-ce que François nous entend? Cher François, est-ce que vous nous entendez? Tout à fait. Oui, alors François, écoutez, la question que je vais vous poser est très simple, puisque vous êtes notre grand, super lecteur. Qu'est-ce que vous pensez de ce texte? J'en pense... D'abord, je le trouve surprenant et presque déconcertant. Et en même temps, il va tout à fait dans le sens de réflexion que je me suis faite en lisant Conan Doyle, à savoir que la déduction logique l'emporte en fait sur cet empirisme qu'on pourrait lui prêter. Et ça m'entraîne à faire une autre réflexion. Cuvier, d'accord. Et quoi? Pardon? Cuvier, tout à fait d'accord. Ah, Cuvier, oui, Cuvier, oui. Cuvier, qui est une sorte à la fois de fondateur ou d'ancêtre, comme on veut, de la paléontologie, a effectivement recomposé des animaux à partir de très peu de choses, une dent, une griffe, etc. Parce que, par une logique, on arrive à montrer qu'il ne peut pas se faire que les choses soient autrement. Mais je vais faire une autre suggestion, peut-être qu'elle m'est personnelle, peut-être est-ce fondée. Voilà, qui a fondé en fait le grand mouvement... On vous entend moins, plus fort, François. D'accord. Qui a fondé le grand mouvement de la modernité? C'est à mon avis Descartes, et plus particulièrement dans le texte des Régulés qu'il a présenté étant très jeune au cardinal Bérulle, qui s'y est particulièrement intéressé et qui a lancé le cartésianisme d'une certaine façon. Enfin, vous connaissez ça mieux que moi. Alors, qu'est-ce que Descartes a fait essentiellement dans les Régulés? Il a dit qu'à partir du connu, on pouvait aller par une chaîne continue de raison jusqu'au moins connu et même jusqu'à l'inconnu. Ah, comme c'est intéressant, vous faites de Descartes un des fondateurs de la logique moderne. C'est très bien. Oui, continuez. Plus ça même, parce que c'est tout l'esprit de la science moderne, c'est-à-dire cet esprit où la science, on pourrait dire, remplace les anciennes croyances, enfin, sert si on veut, de socle à une civilisation. C'est de ça que nous parle, me semble-t-il, Conan Doyle, et on est obligé de remonter à Descartes si on veut comprendre le lancement de ce grand mouvement, quelle que soit par ailleurs la position de Descartes sur les questions. Oui, avant lui, il y avait Raymond Lull, il y avait Pierre de la Ramée, enfin, il y a d'autres. D'accord. Oui. On peut discuter de ça. Il n'empêche qu'à mon avis, cette idée qui, cette fois, est absolument scientifique, enfin, qu'on peut aller du connu à l'inconnu par une chaîne continue. Descartes le fait avec les équations, si on veut, et avec les courbes, mais ensuite, c'est d'une fécondité prodigieuse. Et ici, on en voit un des aspects. Vous avez tout à fait raison, François, et je vous remercie beaucoup de cet éclairage, mais qui n'est pas celui de l'empirisme quand même. Hein? Non. Alors, il y a effectivement, bien sûr, les données. Pour ce qui concerne dans les Régulés, ce ne sont pas des données d'essence, bien sûr, mais on peut étendre, extrapoler. Ou d'observation, simplement parce que, si vous voulez, la mise en majesté de l'histoire naturelle n'était pas quand même la spontanéité de Descartes, même si c'est intéressé à la médecine. Oui, non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'un schème qui peut s'appliquer à des domaines très différents. Oui. Maintenant, je me demande si la médecine scientifique est aussi performante
qu'elle ne l'est dans le texte de Conan Doyle, parce que quand on se rend compte qu'on ne sait toujours pas qui a tué le petit Grégory, par exemple, on se demande au fond si cette espèce de magie de la police scientifique aboutit. Voilà. Non, mais justement, là, dans ce texte, il nous est dit que ça ne suffit pas, n'est-ce pas, de faire des observations. Il faut aussi un profond raisonnement. Mais en tout cas, merci beaucoup, François, de cet éclairage. Et je vais me tourner vers notre amie Marielle pour lui poser 2 autres questions, au fond, toutes simples, sur le personnage du criminel, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose que les névroses ou les psychoses ou les folies, mais quand même, l'homme Sherlock, est-ce que l'enquêteur, qu'est-ce que vous en pensez, chère Marielle? Est-ce que qui est donc, rappelons-le, célibataire, contrairement à son ami Watson qui lui s'est marié, qui s'absorbe après avoir recueilli beaucoup de détails de terrain, s'absorbe dans des raisonnements interminables, cocaïnomane, n'est-ce pas, ce qui montre qu'à cette époque, on n'avait pas tout à fait le même rapport légal aux drogues qu'aujourd'hui, et de son antithèse dans les romans de Conan Doyle, au fond, le criminel monstrueux qui est aussi savant et aussi bon mathématicien, sinon meilleur, que Sherlock, mais au fond, qui est un monstre. Alors, où placer le curseur ? Qu'est-ce que vous pensez de ces 2 personnages, Marielle? On écoute, parce qu'on vous écoute avec une grande attention, parce qu'au fond, vous avez toujours un point de vue original. Alors, la première... Le docteur David, oui, Marielle. Oui. Alors, la première question, évidemment, c'est que le personnage de celui qui cherche n'est pas un être sexué. Oui. C'est ça qu'on peut dire. Hein? Il pourrait être un homme, il pourrait être une femme. Là, c'est pas... Il faut s'abstraire de cette question-là pour chercher la vérité. Ça, c'est la première chose qu'on puisse dire. Ah, très intéressant, oui. La seconde, moi, je n'ai eu d'expérience qu'avec des femmes criminelles, car j'ai travaillé à la prison de Fresnes, dans le quartier des femmes qui ont tué, et qui sont là avec leur bébé jusqu'à 18 mois. Bon. C'est extrêmement, extrêmement dur. Extrêmement dur. Mais ce qu'on peut dire, c'est que il me semble qu'on ne peut, après Robert Badinter, il en est du criminel de la même question que de la question de l'interdit ou de pas, de oui ou non, est-ce qu'on a le droit de tuer son prochain après un jugement? Si on dit non, on considère que les criminels restent tout à fait des humains et que par conséquent, il n'y a pas à penser autrement. Continue. Non, mais j'ai fini. Alors, pardonnez-moi. Nous attendons Alexis Lacroix. Oui, Alexis, vous ne voulez pas venir nous rejoindre, venir avec nous dans le studio? Je vous entends très très bien. Mais moi, je vous entends très très mal, Alexis. J'entends très très mal, on entendait très mal François. On entendait, voilà, venez ici. Oui, alors, Alexis, je profite de que vous vous installez rapidement pour vous poser au fond une question qui est extrêmement simple. C'est celle, si vous avez suivi notre discussion, de l'actualité, évidemment, du personnage de Sherlock Holmes. Écoutez, je commencerai par dire, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose d'un peu dépassé dans l'idée d'un criminel monstrueux comme le professeur Moriarty? C'est peut-être pas ce qui est le plus actuel. Mais en revanche, est-ce que cette ambivalence, n'est-ce pas, de Sherlock Holmes, qui est à la fois effectivement un anticipateur de la criminologie scientifique, n'est-ce pas, de la scientifique, comme on dit dans les enquêtes policières, mais en même temps un apologète de la déduction logique. Et d'ailleurs, on s'intéresse, je crois, aujourd'hui beaucoup à son professeur, qui était un chirurgien, Joseph Bell, n'est-ce pas, dont il avait suivi les cours à Édimbourg,
Est-ce que ce n'est pas comme, est-ce que c'est toujours actuel? Est-ce que c'est toujours comme ça? Alors, dans le monde anglo-saxon et en France, voilà la question que je vais vous poser. Je ne voudrais pas, chère Blandine Kriégel, sous les éloges que vous me faites indirectement avec cette question, me substituer aux meilleurs de nos criminologues que nos auditeurs connaissent. Il y a de grands criminologues en France, des gens comme Alain Boer, etc. Mais effectivement, vous posez une question de fond qui est tout à fait sensée et tout à fait déterminante. Il est évident que par rapport à l'époque que vous venez si brillamment d'évoquer tous les quatre avec François Guéry, par rapport à cette époque-là, au fond, j'allais dire, vous voyez, d'enquêtes très empiriques, très sensibles, fondées sur la vérification quasiment corporelle des preuves à charge ou à décharge. Matériel, disons maintenant. Oui, matériel et sensible. Enfin, c'est très bien dit dans le texte que vous m'avez fait lire. Par rapport à cette époque-là, il est évident que nous avons progressé en matière de scientificité. Mais qui dit scientificité dit aussi, si vous voulez, peut-être l'abandon de ces déductions logiques qui faisaient le charme des enquêtes à l'ancienne. Aujourd'hui, nous sommes effectivement plus prémunis contre ce qu'un certain nombre de criminologues nomment et contre lequel ils mettent en garde, qui serait une forme de délire logique. Le raisonnement logique de l'enquêteur, du policier, qui tout seul dans sa chambre se dit « Ah mais oui, ça s'est forcément passé comme ça ». Et ça n'est plus effectivement comme ça qu'on procède. On va beaucoup plus procéder à base d'analyses biologiques qui permettent de déterminer ou pas l'existence d'une culpabilité lorsqu'elle est présumée, en l'occurrence les fameux tests ADN auxquels on a extrêmement souvent recours, en tout cas dans la criminologie française. Mais là, je voudrais pas excéder non plus mon domaine de compétence, même si vous me créditez d'une compétence en matière de criminologie qui m'honore. Mais Alexis, vous avez de la compétence. Alexandre, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est toujours actuel, cette double, orientation? De chercher au fond la réalité d'une manière phénoménale, dans une expérimentation phénoménale, enfin qui a été si bien décrite par Hume et plus tard par Kant. Pour aller tout simplement, c'est que et logique. Autant de Conan Doyle, malgré son anticonformisme très profond. Il n'y avait pas quand même beaucoup d'écoute pour la psychanalyse. Or, la psychanalyse qui a eu ces moments de prestige étonnants, particulièrement en France, est quand même, et d'abord et avant tout, un domaine qui a conquis toute la société américaine. C'est vrai. Les Américains ont une connaissance, évidemment, parfois un peu sommaire de la psychanalyse, mais enfin, ils la connaissent, ils la comprennent, ils en utilisent enfin un usage permanent. C'est là où la psychanalyse, aujourd'hui, a tout changé dans le rapport, disons, aux symptômes, à la culpabilité. C'est que c'est pas tellement les expériences scientifiques, c'est l'écoute à l'inconscient. Alors, dernier mot sera pour vous. Oui, bien sûr. La dernière minute sera pour vous. Alexandre Adler a tout à fait raison. Mais qui plus est, je pense que Lacan a étudié et a rendu compte par son article sur le temps logique, sur la façon dont l'inconscient procède d'une manière logique pour déduire qui suis-je de ces prisonniers, quel type de prisonnier suis-je. Enfin, il y a tout un raisonnement très complexe dans lequel je ne suis pas tellement rentrée d'ailleurs pour ma part. Parler des criminels, là. Mais voilà, c'est-à-dire que le temps logique, il le crée en prison. En prison, c'est en ce lieu qui dit qu'au fond, chacun de nous est pris dans une certaine interrogation sur qui suis-je, qui ne suis-je pas, au fond, suis-je criminel ou ne le suis-je pas, qu'est-ce qui se passe? Et voilà cet élément assez important, tout à fait en lien avec votre texte. C'est ce qu'a fait Napoléon avec son mémorial de Sainte-Hélène. Oui. Quand il était là-bas, à Sainte-Hélène, il a commencé vraiment à réfléchir au sens de ce qu'il avait fait. Oui, c'était pas mal. Mais c'était pas nécessairement criminel, même si c'est... Non, mais ça a permis Napoléon III, notamment. Bon, écoutez, merci. N'est-ce pas, on a voyagé avec vous tous. Merci infiniment.